est resté ici. Bienvenue, Monsieur le ministre. Le modérateur est M. Youssouf Ouamaworo. Il est spécialiste énergie à la Banque mondiale. Bienvenue, monsieur. Le représentant du cabinet Castalia, monsieur Gianni Marco Servetti. Bienvenue, monsieur. Et enfin, non, pas enfin, le président directeur général de Citram, monsieur El Maloudi Benaman. Merci. Bienvenue. Et le conseiller technique de Madame la ministre de l'Environnement, monsieur Oulari Aboubakar. En fait, il est Mara. Monsieur le modérateur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, chers participants, chers partenaires, amis de la Guinée, bon après-midi et bienvenue à cette séance très importante sur les investissements du secteur de l'électricité. Compte tenu du temps qu'on nous a donné, qui est limité de 40 à 45 minutes, je voudrais inviter Monsieur Servetti, le représentant du groupement Castalia, qui a assisté le gouvernement de la Guinée à préparer un programme national d'amélioration de l'accès, de nous faire une petite présentation introductive. Monsieur Servetti. Activé. Merci. Merci beaucoup, Youssouf. C'est un plaisir d'être ici et on a remarqué à la fin du panel précédent un grand intérêt pour ce qui concerne les problématiques de la distribution. Donc, justement sur ça, nous allons focaliser notre attention maintenant. Alors, tout d'abord, une petite introduction. Le programme d'investissement, c'est un programme sectoriel, donc ça couvre la production, le transport ainsi que l'accès, donc à niveau de distribution et de consommation. Nous avons écouté les interventions du panel précédent en termes de production et de transport, avec les objectifs de 100% renouvelables, avec les lignes d'interconnexion prioritaires. Et spécifiquement, l'étude que nous avons menée pour le gouvernement de Guinée et pour la Banque mondiale vise sur le programme d'amélioration du taux d'accès d'électricité. Et l'objectif du programme, c'est de le doubler le taux légal d'interconnexion du 18% présent à plus ou moins 36% dans les premiers 5 ans du programme. C'est un programme sur 15 ans, mais on se focalise aujourd'hui sur les premiers 5 ans de mise en œuvre de celui-là. Un petit rappel de ce qui a été dit en termes de production et transport avec quelques chiffres. Alors, ça, l'aspect de production, c'est un aspect à financer avec investissement privé, donc avec la recherche d'investisseurs privés, notamment pour les projets hydro et pour les projets solaires. Il y a aussi en cours des appels d'offres organisés avec le soutien de l'AFC. Plus de 2 milliards de dollars sont alloués pour l'aspect de production. Pour l'aspect de transport, il s'agit des lignes prioritaires qui ont été présentées par Monsieur le ministre tout à l'heure et par Monsieur Youla. Surtout pour ce qui concerne la Guinée, la ligne Guinée-Mali, 360 millions de dollars, comme il a été mentionné, un financement déjà engagé à définir les derniers détails avec les bailleurs. Et le projet de boucle de Guinée, plus de 500 millions de dollars. Donc, un total de plus ou moins 3 milliards de dollars alloués pour l'aspect de production et transport, selon l'analyse faite par le gouvernement et la Banque mondiale. Maintenant, passons au niveau au-dessous de tout ça, au niveau de distribution. Donc, l'étude qu'on a menée, c'est une étude de prospectus
Qu'est-ce que c'est un prospectus? Un prospectus, c'est une base de levée de fonds pour améliorer l'accès à l'électricité. Donc ça vise spécifiquement tout ce qui est à partir d'une ligne de moyenne tension jusqu'à la pose d'un compteur. C'est une approche cohérente, globale, qui considère tout un pays dans son ensemble. La Guinée n'est pas le premier pays à avoir adopté cette approche. La Banque mondiale l'a inaugurée avec le Rwanda, et après d'autres pays ont aussi suivi avec succès ce chemin. Et un aspect important, c'est que le prospectus donne aux bailleurs un rôle clair à l'intérieur du programme d'investissement pour tout ce qui est le réseau de distribution, mais pas seulement. Il y a les 3 solutions pour le raccordement des ménages et des infrastructures sociales et du secteur productif sont considérées. Donc, extension du réseau, comparé avec les mini-réseaux, comparé avec les solutions individuelles. Et en fonction du différent coût des options d'électrification, de la distance d'une localité du réseau, de la taille de la demande d'une localité, il y a une solution technico-économique optimale. Et on la voit ici. C'est une jolie carte. Ça va être encore plus joli quand ça va refléter la vérité, la réalité. Et donc, la Guinée, chaque point que vous voyez, c'est une localité. Les localités sont divisées selon la solution optimale d'électrification. Donc, vous voyez la plupart des localités, la solution la moins coûteuse et la plus viable serait l'extension du réseau, avec aussi des solutions pour les systèmes individuels en rouge et des mini-réseaux en jaune. Donc, ça, c'est à l'horizon 2030 et c'est le travail d'une superimposition entre la demande totale du pays géolocalisée. Chaque localité, 27 000 localités et plus ont été géoréférencées et avec le géoréférencement, attacher leur niveau de demande projeté. Et sur ça, on superimpose l'infrastructure électrique existante, elle aussi géoréférencée, production, transport et distribution actuelle. Et après, avec un logiciel, on arrive à déterminer la solution optimale pour chaque localité pour l'électrifier. Le réseau, il y a aussi un séquencement qu'on va voir tout à l'heure, tandis que pour les mini-réseaux, les solutions individuelles, le séquencement est libre. Il s'agit d'une approche qui vise avant tout de régulariser les branchements illégaux. Donc, le logiciel permet de sélectionner les connexions qui sont les moins coûteuses à réaliser. Et en particulier, la courbe que vous voyez avec une accélération très forte de nouvelles connexions dans les premières années de la programme est justement permise par une régularisation des connexions illégales. Rappelons-nous que le taux total, en considérant aussi les connexions illégales en Guinée, est estimé à presque 30%. Tandis que le taux légal d'accès est environ 18%. Et après, peu à peu, qu'on arrive aux localités qui sont plus loin et donc plus coûteuses à électrifier, le rythme d'électrification ralentit. Comme vous voyez, il y a moins de ménages qui sont électrifiés au fur et à mesure que ça devient plus difficile, plus loin, plus coûteux. Et on arrive, le but c'est d'arriver à 100% dans une période de 15 ans. Ça, c'est le séquencement, juste du réseau. Donc, il n'y a pas ici les mini-réseaux ni les solutions individuelles, il y a juste le réseau. Et année par année, ça commence avec le rouge, ça ne se voit pas trop bien. On peut aller en détail tout ce qu'on veut avec le logiciel, mais si vous voyez autour de Conakry, il y a du rouge. Il y a autour de certaines villes, chefs-villes de préfecture, d'autres légalisations du réseau. Donc ça commence avec eux. Et après, pour les premiers 5 ans, l'orange, le jaune, le vert et le bleu. Vous allez aussi remarquer que certaines des connexions qui sont en vert correspondent aussi plus ou moins aux lignes de transport
qui ont été faites. Et Youssouf me faisait remarquer hier qu'il y a un programme pour électrifier des zones qui sont autour des lignes de transport qu'on est en train de considérer, notamment la boucle de Guinée et Guinée-Mali. En plus, le programme peut s'adapter. Donc, celui que je vous ai montré, c'est un programme qui arriverait à lever tout le fonds dont il y a besoin. Mais s'il y a moins de fonds qu'on arrive à obtenir, on peut aussi adapter l'approche tout en gardant, ça c'est très important, tout en gardant une approche cohérente et globale qui regarde toutes les solutions d'un point de vue technico-économico-optimal. Donc toujours en regardant réseau, mini-réseau et solutions individuelles et le pays entier. Par exemple ici, s'il y a par exemple la moitié des fonds qui peuvent être levés pour tout ce qui concerne le CAPEX de la ligne moyenne tension à la pose du compteur, on arriverait d'ici à la fin de 5 ans à un taux d'électrification de 26%. Quels sont les coûts annuels du programme? Alors, ici, on vise juste le premier 5 ans du programme. Et attention, ça, c'est le CAPEX, juste de ligne moyenne tension jusqu'à la pose du compteur. Le modèle considère, oui, les coûts de production et de transport, mais les considère comme des OPEX, c'est-à-dire avec un coût marginal de long terme, un coût d'exploitation qui permet le recouvrement total de l'investissement. C'est un total de 644 millions de dollars pour le CAPEX de moyenne tension jusqu'au compteur pour les premiers 5 ans. Donc ça n'implique pas les investissements dont je vous parlais au début pour la production et pour le transport. C'est juste la partie de réseau de distribution, mini-réseau et solutions individuelles. Un aspect important, c'est qu'il y a des solutions de pré-électrification. On nous a fait remarquer qu'il y a certaines localités qui ne voudraient pas, par exemple, attendre 5 ou 10 ans pour être électrifiées. Donc, il y a la possibilité, et on l'a prévu ici, d'avoir 50 000 localités qui, normalement, devraient être connectées avec le réseau, mais qui pourraient être connectées avant avec des mini-réseaux. Du moment que l'amortissement des actifs le permet, et du moment ou sinon, s'il y a une mesure qui permet, une fois que le réseau interconnecté arrive, de récupérer la valeur non amortisée des investissements. Il y a aussi un problème social qui a été évoqué à la fin du dernier panel. Comment financer 644 millions quand le coût de connexion est si lourd à porter pour les ménages? Rappelons-nous qu'aujourd'hui, le prix actuel d'une concession, d'une connexion qui est facturée par EDG est de 34 $ américains. Vous voyez les coûts de connexion sur le réseau, ça c'est le coût total qui prendrait d'arriver jusqu'à la poste du compteur. Ça part de 600 $ par connexion et ça arrive jusqu'à 800 et plus, en considérant toute la filière qui est nécessaire de la production jusqu'à la pose du compteur. Quel est le rôle de bailleur de fonds? Surtout en considérant le coût élevé, beaucoup plus élevé de ce qui est le prix de connexion aujourd'hui, le premier rôle évident des bailleurs, c'est celui d'un appui pour des prêts concessionnels, ce qui permettrait de réduire le tarif de recouvrement pour le programme. Dans les estimations que nous avons faites, environ 7 centimes de moins, en considérant des prêts concessionnels qu'au lieu d'être des niveaux commerciaux, 9% d'intérêt, 10 ans de maturité, pas de période de graisse, pourrait avoir un taux d'intérêt très bas, 1,25, 25 ans de maturité et une période de graisse de 5 ans. Le financement concessionnel permet de baisser le tarif et en même temps d'étaler dans le temps le rythme d'augmentation du tarif lui-même. Il y a un engagement du gouvernement qui a été mentionné tout à l'heure de réformer les tarifs et d'appuyer les tarifs d'une façon qu'ils soient viables socialement et acceptés. La deuxième façon
que les bailleurs ont, et on l'a écouté aussi tout à l'heure, d'appuyer le programme, c'est avec l'assistance technique. Et l'assistance technique va être essentielle pour permettre le succès du programme. Vous voyez le schéma d'une cellule de mise en œuvre du programme qui serait au sein du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Il y aurait un comité de pilotage, surtout au niveau ministériel, pour tous les aspects stratégiques, appuyé pour la gestion au jour le jour des fonds par un secrétariat du programme qui s'occuperait de la levée de fonds et de l'allocation de fonds, en coordination avec EDG, un EDG reformé et viabilisé pour ce qui concerne l'extension du réseau, et l'AGER pour la coordination des solutions individuelles et des mini-réseaux. L'assistance technique estimée est de 36 millions pour permettre la mise en œuvre du programme, et je m'en doute que les plusieurs initiatives qui ont été mentionnées par M. Guichard tout à l'heure couvrent déjà une partie de cela. Voilà, j'arrête ici et je passe la parole de nouveau à Youssouf. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Servetti. Je pense que la présentation était très claire et très précise. L'écran est derrière moi, mais quand tu expliquais, j'ai essayé de retenir. J'ai retenu 3 mots-clés. Le segment de production donc, nécessite les investissements du secteur privé. Les investissements dans le segment du transport, tu as mentionné la ligne d'interconnexion Guinée-Mali, qui est déjà couverte par les engagements des bailleurs. Et il reste le boucle des interconnexions sur le territoire guinéen, dont les études sont disponibles. Mais tu as insisté sur le programme d'accès qui n'est pas aujourd'hui financé et qui reste vraiment une priorité numéro 1 dans le secteur de l'énergie. Cela m'a suscité 2 questions à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, selon la présentation, les projets de production seront donc développés en partenariat PPP. Qui dit partenariat PPP dit qu'il y aura des investissements des producteurs indépendants, mais l'État aussi doit faire quelque chose pour inciter de plus de créer un environnement incitatif pour le secteur privé. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État est en train de faire et qu'est-ce que l'État compte faire pour que les investisseurs privés dans le secteur d'énergie se sentent à la maison? Bien, merci Monsieur le modérateur. Je crois qu'un rappel est nécessaire. À ce jour, avec l'aide de la Banque mondiale, nous sommes en train d'élaborer l'atlas pour connaître exactement les sites aménageables en Guinée. Nous avons déjà 309, sur 500 qu'on a ciblés, nous avons déjà 309 sites aménageables. C'est pour vous dire l'énormité de tous ces projets. Donc le gouvernement ne peut pas à lui seul financer tous ces projets. C'est pourquoi l'option a été prise, c'est une option gouvernementale de donner la possibilité aux producteurs indépendants, aux privés, de venir s'investir dans la construction, dans la production d'énergie. Et aussi, les lignes d'interconnexion dont on a parlé tout de suite, ces lignes-là, quand on prend l'exemple de la ligne CLSG, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, un contrat a été signé entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. C'est un contrat d'achat ou de vente d'énergie. La Guinée peut acheter de l'énergie comme il peut vendre. La ligne aussi va être gérée par un opérateur privé. Donc il y a cette possibilité-là aussi qui s'ouvre aux opérateurs de construire des lignes qui vont être exploitées sur le territoire national guinéen ou sur le territoire des autres pays. Il suffit que la demande soit là et que ce sera fait. Quand je prends le réseau de distribution, j'avais commencé à parler de ce réseau en ce moment même. Ce réseau-là, il y a une perte énorme dessus. Donc, sa réhabilitation aujourd'hui est une nécessité afin de pouvoir très rapidement rentrer dans le plan de redressement interne de EDG qui a été déjà élaboré pour qu'en fin de fin, on puisse avoir une société équilibrée, une société d'exploitation qui gère correctement
l'énergie qui facture et qui encaisse. Parce que la finalité, c'est bien de pouvoir avoir un retour d'investissement. Quand vous mettez de l'argent, il faut qu'en retour, que vous puissiez avoir de l'argent. Et aujourd'hui, je veux rassurer tout le monde que, au départ, c'était la loi BOT qui existait, qui a été élaborée en 1998. Aujourd'hui, nous avons la loi PPP qui est déjà élaborée, comme je l'ai dit tantôt, adoptée, c'est ça, mise en vigueur à partir de 2018. Et nous avons cherché à corriger tout ce qui était imperfection parce qu'on l'a utilisé. On a utilisé la loi BOT. Et dans les négociations, il y a eu des questions pertinentes qui ont été posées. Nous avons cherché à corriger tous ces problèmes ou bien qui peuvent être des handicaps à l'investissement des privés dans le secteur de l'énergie dans notre pays. Alors, nous ne pouvons que chercher à encourager qu'on vienne ensemble. Et d'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour dire que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'AFD, la ville de Conakry aujourd'hui est subdivisée en plusieurs lots. Et chaque bailleur a pris certains lots pour financer la réhabilitation du réseau parce que nous sommes tous convaincus que c'est là, il y a une forte perte là-dedans. Je ne vais pas citer exactement tous les lots, mais je sais que la Banque mondiale, la BAD et l'AFD sont engagés avec, bien sûr, avec... dès qu'on dit seulement l'AFD, il faut parler de l'Union européenne. Chaque fois, ils combinent ensemble pour les financements. Alors, c'est une occasion aussi de remercier tout le monde et de demander d'inciter tous les autres pour venir investir dans le secteur urbain dans le secteur urbain de l'énergie ou dans le secteur de l'énergie. C'est un secteur porteur de développement économique et social. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre. Monsieur Benjamin, vous êtes parmi les premiers producteurs indépendants, parmi les premiers, si je ne me trompe pas. Il y a quelques producteurs indépendants en Guinée dans le secteur de thermique, mais vous êtes parmi les premiers concessionnels dans le secteur d'hydroélectricité. Pourquoi vous avez choisi la Guinée? Ça, c'est ma première question. Mais ma deuxième question, vous avez entendu ce que le ministre vient de dire en termes de créer vraiment un endroit favorable pour les investissements. Est-ce que vous avez des défis particuliers que vous pouvez partager avec d'autres investisseurs qui veulent investir en Guinée dans le futur? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je tiens tout d'abord à vous remercier et à remercier les orienteurs qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à faire partie de ce panel. Je profite de ma présence ici pour présenter mes félicitations quant à l'approbation et la ratification de la loi de PPP, qui est un outil, à mon sens, très efficace et qui est flexible pour n'importe quel investisseur et qui nous a permis, malgré qu'il n'était pas encore ratifié, à arriver à ce résultat de signer le contrat de concession et le contrat d'achat avec EDG. Alors, vos trois questions s'articulent sur toute préoccupation qui peut, si vous voulez, interpeller chaque investisseur qui veut venir investir en Guinée. Alors, il n'y a pas là un caractère très particulier au marché guinéen par rapport aux marchés internationaux. Pour un opérateur privé qui souhaite investir en Guinée, il suffit de maîtriser son secteur. Il suffit aussi de faire une bonne étude de faisabilité. Il suffit également d'établir un programme d'études, notamment en faisabilité, en étudiant l'impact sur l'environnement, un business plan correct qui puisse convaincre les investisseurs et aussi avoir la volonté d'aller de l'avant, notamment lorsque vous avez des interlocuteurs qui expriment une ferme volonté aussi de vous accompagner. Alors, nous avons été intéressés par la Guinée parce que nous sommes également
On a d'abord été performant dans notre pays, le Maroc, puis on a travaillé au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire, et en fin de compte, nous sommes aujourd'hui intéressés par la Guinée-Conakry. Donc cet intérêt il est surtout motivé par ce partenariat sud-sud, et dans le cas d'espèce, notamment concernant cette concession qui concerne la construction du barrage, du couple barrage Kokbido-Franconido pour produire à peu près 110 MW et piloté par ma société Sintram, mais en partenariat avec une entreprise notable guinéenne auprès de laquelle j'ai senti cette volonté et cette rage de vaincre et de prouver que dans ce cadre de partenariat sud-sud, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Je peux vous affirmer ici que ce programme que nous sommes en train de réaliser est le plus important programme dans les infrastructures qui se réalise en Afrique dans le cadre du partenariat sud-sud. Il s'agit quand même d'un projet important qui est de l'ordre de 460 millions de dollars. Donc pourquoi avoir choisi la Guinée? Pour des raisons donc, que je viens de nommer. D'abord, la confiance en ce pays, la confiance en ses décideurs, le besoin de ce pays dans la fourniture d'énergie, et puis les relations tout à fait particulières entre le Maroc et la Guinée que vous n'ignorez pas, qui datent de très longue date depuis le règne de Sa Majesté Mohamed V et feu le président, son Excellence Sékou Touré. Donc pour vous résumer, je pense que le projet que nous avons déjà démarré est un projet ambitieux qui nous incite à penser à d'autres projets déjà en Guinée. Et moi particulièrement, je peux vous dire qu'il faudrait que les investisseurs croient en ce pays, il faudrait qu'ils aient confiance en ce pays. D'ailleurs, il n'y a pas d'entreprise sans risque, les risques sont toujours là. Mais quand on sait bien contourner les risques et quand on sait bien les gérer, je pense que les risques deviennent par la suite des risques marginaux. Donc en tout cas, en ce qui concerne mon groupe, et le groupe de Guiter, qui est la plus grosse entreprise du pays, nous avons déjà franchi pratiquement toutes les étapes. Nous avons signé le contrat de concession, nous avons signé le contrat d'achat, nous avons démarré les travaux réellement sur site et le financement est en train de se mettre en place. Merci beaucoup. Monsieur Serevetti, j'ai bien suivi avec intérêt votre présentation. Vous avez clairement indiqué le volume du programme, avec les objectifs ambitieux de doubler le taux d'accès dans les 5 prochaines années, avec les extensions du réseau et les solutions au réseau. Aujourd'hui, avec l'expérience de EDG, on fait peut-être chaque année 11 000 connexions. Et vous avez fixé un objectif d'atteindre 671 000 branchements pendant les 5 ans. Bon, qu'est-ce que vous voyez comme les facteurs de succès de ce programme? Et numéro 2, qu'est-ce qu'on peut attendre des bailleurs de fonds de la Guinée pour assurer donc la réussite de ce programme très important pour le pays? Merci. Merci Youssouf. Oui, tout à fait. EDG devrait passer de 11 000 à 350 000 connexions par an. C'est un défi important. Il a été discuté et validé à Conakry, y compris avec EDG et Veolia. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'efficacité et de la crédibilité à 3 niveaux. Premièrement, au niveau de la cellule de coordination. Il faut que la cellule de coordination soit efficace dans la levée de fonds, dans la gestion transparente des fonds et dans son habilité de mettre à jour les études, diriger les analyses qui seront requises sur le terrain en termes d'ingénierie au jour le jour. Et donc il faut des compétences techniques, il faut des compétences financières. C'est un double rôle de stratégie et de gestion de fonds au jour le jour.
Et les bailleurs vont vouloir voir ça aussi, évidemment, que les fonds sont levés. Et après, il y a une allocation de fonds qui est crédible et efficace. Le deuxième niveau d'efficacité qui est nécessaire est bien évidemment au niveau de réseaux interconnectés. Et pour le réseau interconnecté, le rôle d'une EDG différente est primordial. Il faudrait une EDG d'un point de vue opérationnel ainsi que financier viable. Donc, une EDG avec un mandat clair. Il n'y a pas maintenant, aujourd'hui, un mandat de mise en œuvre du programme. Il faudrait encadrer le mandat de mise en œuvre du programme d'une façon claire entre EDG et l'État, avec des objectifs, avec un cahier de charges bien clair et tout ça. D'un point de vue aussi de viabilité financière, on en a parlé dans le premier panel. Donc, la viabilité financière de EDG, d'y arriver, ça va permettre vraiment tout. Donc, tant d'un point de vue opérationnel que financier. Ça, c'est très important. Et finalement, le dernier, mais pas le moins important des niveaux, au niveau de solutions hors réseau, là, le rôle de l'AGER, l'habilité d'adopter une approche qui peut-être pour les mini-réseaux et un mix de marché et de réglementation, en particulier s'il y a beaucoup de volonté pour des solutions d'électrification temporaires. Il faudrait donner un cadre clair pour ce qui se passe quand le réseau interconnecté arrive, pour les entrepreneurs qui auront voulu déjà mettre en place des infrastructures avant le moment optimal qui pourrait être trop loin dans le temps. Et la Banque mondiale est aussi en train de travailler sur ces aspects-là avec nous, en voyant l'expérience au niveau mondial de comment donner de la confiance aux entrepreneurs, de faire un mini-réseau et de savoir ce qui va se passer quand le grand réseau arrive. Et en une approche de marché pour les solutions individuelles, en s'appuyant aussi là sur l'expérience de la Banque mondiale comme Lighting Africa ou Lighting Global. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire les bailleurs? Appuyer tout ça et continuer à appuyer tout ça. La présence de bailleurs ici aujourd'hui, la longue liste avec beaucoup de substances évoquées par M. Guichard tout à l'heure, montre déjà des bailleurs très actifs et très engagés. Et justement, avec un gouvernement très actif et très engagé, ça fait plus de 3 ans qu'on est sur ce projet. Et le niveau de confiance, de soutien du gouvernement n'a jamais manqué. Donc, toujours continuer à appuyer ça dans une approche sectorielle. Donc, toujours dans une approche qui regarde le pays entier, toutes les possibles solutions ensemble pour faire quelque chose qui soit efficace et économiquement optimal le plus possible. Merci beaucoup, M. Servette. Je retourne à ma gauche. Monsieur Aboubakar, vous êtes le conseiller technique du ministre de l'Environnement. Tous ces investissements qu'on vient d'énumérer, que ce soit dans le segment production, hydroélectrique ou solaire ou autre, et que ce soit dans le segment de transport, des lignes de transport et de distribution. Donc, tous ces projets auront des impacts négatifs sur l'environnement et sur même le déplacement de la population. Donc, il y a des impacts. Et en plus de là, il y a aussi une harmonisation nécessaire en termes de développement des différents secteurs, de secteur des miniers par exemple, secteur hydroélectrique et secteur de transport. Donc tous ces aspects nécessitent que dans le développement des projets, il faut que ça soit d'une manière durable. Votre ministère de l'Environnement compte faire, qu'est-ce que votre ministère fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'il compte faire dans l'avenir pour s'assurer d'un développement qui ne compromet pas l'avenir de la génération à venir. D'une façon générale, un développement durable. Qu'est-ce que vous faites sur ça? Et qu'est-ce que vous comptez faire? Merci. Oui, merci à monsieur le modérateur. Je remercie les panélistes qui m'ont précédé. En fait, les enjeux entre l'environnement et les infrastructures, qu'elles soient minières, qu'elles soient routières, qu'elles soient énergétiques, ces enjeux sont si importants que je ne suis pas sûr
de pouvoir les aborder tous à l'occasion de cette session. Mais il faut avouer qu'à l'échelle nationale, le gouvernement a mis en place des dispositions réglementaires consistant notamment en la mise en œuvre, en l'exécution d'évaluations d'impact environnemental et social pour montrer qu'est-ce que le projet, qu'est-ce que l'infrastructure en cause pourrait induire vis-à-vis de l'environnement et de ses ressources, à savoir les écosystèmes, la biodiversité, de même que les populations humaines aussi. Globalement, il y a dans la législation des procédures qui décrivent clairement comment cela doit être opéré et qui finissent par la délivrance d'un certificat de conformité environnementale fourni par le ministère de l'Environnement. Il faut avouer que dans la globalité, lorsqu'il y a plusieurs projets qui s'exécutent dans la même zone, on conduit souvent une évaluation d'impact environnemental cumulée. Et cette évaluation d'impact environnemental cumulée permet d'identifier, de voir de façon transversale les impacts que ces projets peuvent induire vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis des populations qui habitent là. Cela présente l'avantage d'avoir des plans de gestion environnementale et sociale consolidés. Et au lieu d'avoir affaire dans ces conditions à un seul plan de gestion environnementale et sociale, nous voyons de façon transversale plusieurs projets avec plusieurs plans de gestion environnementale qui sont consolidés de façon à ce que l'on voit dans la transversalité. Et c'est ce qui est très important. Je ne voudrais pas terminer mon propos, si vous me permettez, sans dire un mot sur une question qui a été posée tout à l'heure par un des participants au panel 7. Le participant a dit que la Guinée ne dispose pas d'un plan de reboisement. Il faut avouer que dans la plupart des pays africains, on avait déjà adopté pour 25 ans le plan d'action forestier tropical et qui était décliné dans chaque pays par un plan d'action forestier national. Spécifiquement s'agissant de la Guinée, nous venons d'adopter un plan d'investissement forestier national sur 15 ans qui va finir en 2033 et par lequel nous allons corriger toutes les faiblesses liées aux pertes en termes de surface forestière. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas à un moment où, à une étape où nous avons perdu l'essentiel des forêts. On est à un taux de couverture forestière actuellement de 58%. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais on est au-delà déjà des 30% qu'il faut pour qu'un pays soit équilibré écologiquement. Donc, c'est ce que je voudrais dire et merci. Merci beaucoup, M. Aboubacar. Il nous reste quelques minutes, donc on va rapidement avoir des interventions des participants, peut-être 2 personnes de ce côté et 2 personnes de ce côté, et on va laisser les modérateurs aux panélistes de répondre. Madame. Bonjour. Ophélie Bourris de l'Agence française de développement. J'ai une petite question sur le rôle des bailleurs de fonds. On vient d'en discuter. Vous avez indiqué que le rôle des bailleurs était à la fois de financer en concessionnel le secteur et également de travailler en assistance technique auprès de la cellule de coopération. Mais on a moins abordé le rôle des bailleurs dans la mobilisation du secteur privé, au-delà de l'appui des bailleurs sur le plan institutionnel, au travers de l'appui à la loi PPP et à tout le cadre institutionnel et réglementaire lié au PPP. Est-ce que des outils de dérisking, de partage de risques sont susceptibles de favoriser l'émergence d'IPP en Guinée? On écoute les questions et puis on va répondre à la fin. Deuxième question. Peut-être que je n'avais plus droit, mais comme il n'y a personne, je vais profiter. En fait, je voudrais demander, c'est très bien de savoir que déjà il y a des PPP qui ont été signés pour des concessions donc, dans le système barrage. Ça, c'est déjà un bon signe qui va peut-être nous motiver, nous autres, en tant qu'entrepreneurs, investisseurs, à se lancer. Et j'espère vraiment que le secteur a fait toutes les dispositions
institutionnelles seront prises pour vraiment protéger les investissements. En fait, mon problème, c'est ceci, c'est de savoir quel est le mécanisme mis en place pour corriger, par exemple, le coût de production par rapport au coût de vente. Est-ce que le coût d'électricité est le même sur tout le territoire? Parce qu'il faut partir de cette base-là. Si le coût est le même, quel que soit le mode de production, est-ce qu'il y a un mécanisme qui permet de subventionner entre griffes ou bien le gap en termes de coût par rapport à la production et au coût de production et au coût de vente? Bon, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Sinon, bon, on va revenir là-dessus. Non, c'est bon, on va vous répondre. Troisième intervention. C'est sur ce côté. Hein? Okay. Bonjour, moi je suis Elhadj Mohamed Sagale Diallo. Là, je sais qu'on ne parle que l'énergie. Je suis dans l'eau. Et je voulais savoir pourquoi on ne parle pas pour l'eau ici. En Guinée, il n'y a pas d'eau potable dans toutes les villes de Guinée. Là où je produis mon eau minérale Koya, en Guinée, la population même de Koya réclame toujours qu'il n'y a pas d'eau dans leur réservoir. J'aimerais qu'on parle de l'eau potable en Guinée. Et ma deuxième question, c'est de savoir, parce que nous utilisons beaucoup d'énergie, et aujourd'hui, on a beaucoup de coupures. On a de l'énergie, mais disons 8 heures sur 16 heures. Et je voulais savoir quand Souapiti sera fonctionnaire. Merci. Okay. Merci. Bon, je pense que le temps est fini. On va laisser la parole aux panélistes, hein, en commençant par Monsieur le ministre et les autres modérateurs, les autres panélistes pour répondre. Monsieur le ministre. Hein. Bien, il est évident que les coûts de production diffèrent en fonction des différents projets, le relief et les dispositions techniques du site. Et il est aussi important de dire que le tarif, c'est une prééquation au niveau national. Donc, ce n'est pas que dans telle ville, c'est un tarif, dans l'autre, non. C'est un tarif national global, sous forme de moyenne pondérée. Et donc, le coût de production dépend effectivement du coût de réalisation du projet. Alors, en ce qui concerne la question de M. Sagale, nous sommes au focus du secteur de l'énergie et non au focus du secteur de l'eau. Alors, dans la réforme du secteur de l'eau aussi a commencé. Très certainement, nous allons aboutir à une table ronde de ce genre où vous aurez l'occasion quand même de poser toute autre question. Mais soyez rassurés que le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique est à votre disposition pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin en matière d'eau. Vous parlez de coupure. Donc, quand on parle de coupure, ça veut dire qu'il y en a. Avant, il n'y avait pas de coupure parce qu'il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a, c'est pourquoi ça coupe. Mais quand ça coupe, ça revient. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Souapiti, préparez-vous à recevoir l'énergie de Souapiti en 2020. En 2020, nous pensons que nous allons pouvoir terminer les travaux de Souapiti. Okay, merci. Je sais pas, la question de AFD, c'était surtout montrer le rôle des bailleurs dans la création d'un environnement favorable pour les IPP. Je pense que tu voulais répondre à ça avant de clôturer. Oui, tout à fait. Une très bonne question. Et il y a tout à fait, dans l'ensemble de besoins d'assistance technique, des composantes qui visent directement le secteur privé. Et comme vous l'avez dit, c'est très important, surtout quand il y a des problèmes de bancabilité, de fournir des garanties pour les investissements. C'est surtout pour ce qui est l'aspect hors réseau, donc mini-réseau et solutions individuelles, mais il y a des composantes d'assistance technique pour le secteur banquier ainsi que pour le secteur des entrepreneurs, ceux qui, par exemple, seraient sous-traités par EDG pour aller faire les branchements, ou les entrepreneurs. Okay, nous demandons 2 minutes. 1 minute pour son Excellence le ministre d'État, et puis 1 minute pour la clôture.
Monsieur le ministre. Le micro. Non, ils vont vous ouvrir pour vous. Ils vont ouvrir. Le secteur est extrêmement important pour la Guinée. Important par rapport à l'environnement physique des affaires, important du point de vue de la soutenabilité des finances publiques, compte tenu du poids du secteur sur les finances publiques et les projections en termes du service lié à tous ces investissements et à tous ces PPA qu'on a signés ou qu'on va signer. Ma question est d'ordre de politique sectorielle. Deux éléments. Est-ce qu'on a une revue à jour de la demande à moyen terme du secteur? Deuxième chose, est-ce que du point de vue de la politique sectorielle, on a en vue le maintien du monopole sur la distribution ou est-ce qu'on va suivre la politique d'ouverture qu'on a déjà faite sur la production au niveau de la distribution et le transport? Du transport, distribution et commercialisation. Est-ce qu'on a en vue quelque chose comme ça? La question ne s'adresse pas précisément au ministre. Je voudrais entendre quelques avis de nos partenaires par rapport à une question aussi essentielle, quelle serait la ligne de conduite pour le gouvernement? Monsieur le ministre, si vous le permettez, je voulais dire qu'il y a une session qui va suivre, qui va nous montrer la feuille de route des réformes qu'il faut pour exactement répondre à ces questions, pour essayer de développer plus rapidement le secteur de l'énergie. Et donc, si vous le permettez, si vous serez là, je vous invite donc à suivre, on va continuer à échanger. Donc, pour nous résumer sur cette session, il est vrai que c'est une session très importante, on a pris du temps, on s'excuse. Hier, nous avons suivi avec attention le discours d'ouverture de son Excellence le Président de la République et j'ai noté 3 mots-clés. Énergie, énergie, énergie. Ce qui veut dire que ce pays donne beaucoup d'importance sur ce secteur clé, un secteur, disons, moteur de la mise en œuvre du PNDS. Donc, compte tenu de cette importance, vu les investissements qui nous ont été présentés et vu aussi les engagements d'hier des bailleurs, nous restons convaincus que ces besoins d'investissement seront financés sans doute. Je vous remercie avec ce message. Merci beaucoup.